Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve en ce jeudi à quelques encablures du week-end pour voir ensemble les dernières infos qui vous seront utiles dans votre quotidien de développeuse ou de développeur. Et aujourd'hui, on parlera plus spécifiquement de plusieurs sujets sur Android ou encore du Digital Market Act qui vient d'entrer en vigueur en Europe et enfin de petites nouveautés autour de Tori et de React Native. Allez, accrochez-vous, on est parti pour ce nouvel épisode. Et si je vous dis pour commencer que vous êtes probablement inscrit à un réseau social sans que vous ne vous en rendiez compte? Eh bien non, c'est pas Twitter, Instagram ou TikTok, mais bien GitHub, car en suivant des personnes, eh bien d'une certaine manière, vous avez une sorte de graphe d'amis. Et c'est justement l'objet de la petite info, à savoir que désormais vous pouvez voir sur le profil d'autres personnes quelles sont vos relations communes. La GitHub justifie sa fonctionnalité car elle permet d'avoir une certaine preuve que suivre telle ou telle personne vaut le coup, c'est donc normalement visible sur tous les profils depuis hier soir. Toujours dans les petites choses que vous ne savez peut-être pas, et bien sur le web il existe une API qui ne marche que sur les navigateurs basés sur Chrome et qui sert de picker de sélection de couleurs. Vous savez, c'est la sorte de zoom que vous pouvez mettre pour facilement trouver la couleur sans vous tromper. Et bien cette API elle s'appelle Lightdropper et elle existe depuis un bon petit bout de temps maintenant parce que ça remonte à Chromium 95. Comme quoi, eh bien, si un jour vous avez besoin de ce type de fonctionnalité, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue comme on le dit, car en fait tout est disponible, à condition bien sûr que vous fermiez les yeux sur Safari, Firefox et aussi tous les navigateurs mobiles. Et d'ailleurs, à parler de mobile, j'en profite pour vous donner des infos avec des degrés d'intérêt, on va dire, plus ou moins variés. Et pour commencer, une mise à jour de MLKit est disponible, vous savez, c'est en fait le SDK qui contient du machine learning et qui est optimisé pour une utilisation sur Android et iOS et qui est en grande partie gratuit. Et côté Android, vous pouvez opter soit pour utiliser le modèle fourni par les Play Services, soit pour l'embarquer dans votre appli. Et si toutefois vous optez pour la deuxième option, eh bien j'ai deux bonnes nouvelles pour vous. Depuis la fin mars, les caractères latins sont mieux reconnus et peu importe le sens des images, mais surtout la reconnaissance de texte fonctionne maintenant avec des symboles chinois, japonais, coréens ou encore Devanagari. En fait, c'est ce qu'on trouve en Inde du Nord et au Népal. Et tout ça, ça a un impact très mince sur les applications car il est question de 260 kilo-octets. Le seul petit dommage, c'est qu'iOS ici c'est un peu le parent pauvre, car en fait Google ne communique que sur Android. Ensuite, on passe à Google TV et Android Télé, et si, pour rappel, vous faites pas trop la distinction entre les deux, eh bien Android Télé ça équipait initialement les box et les télés, mais Google s'est dit, tiens, et pourquoi on n'ajouterait pas par-dessus une petite surcouche? Et finalement ça a donné Google TV. D'ailleurs, pour les plus vieux d'entre vous, Google TV c'était initialement un gros fail, car à la base c'était sorti dans les années 2010, et c'était une sorte de plateforme qui tournait sur Android, mais avec uniquement un navigateur à l'intérieur. Et j'ai ici une belle box avec sa télécommande et plein de petits boutons, et en fait, en gros, aux US, tous les networks, ils avaient bloqué l'user agent du navigateur, donc en gros, tous les acheteurs, ils s'étaient retrouvés avec des box totalement inutiles. C'est pour ça que ça a été renommé en Android Télé ensuite, histoire de faire table rase pour au final reprendre le même nom. Bref, si vous avez rien compris, c'est pas grave, c'est juste une énième histoire foireuse de marketing chez Google. Mais pour en revenir à notre sujet initial, je vais d'abord vous rappeler une info qui date de novembre, mais j'imagine que soit vous aviez loupé la petite info, ou alors comme moi, vous aviez complètement oublié. Et en fait, depuis ce mois de mai, il est désormais obligatoire d'envoyer au Google Play des app-bundles pour les deux plateformes, que ce soit pour les nouvelles applications, mais aussi les mises à jour. Mais en revanche, si je vous parle plus spécifiquement de Google TV, deux nouveautés sont au programme. La première, on va dire, elle n'est pas trop utile pour nous, à savoir que la latence entre les clics sur la télécommande et l'interaction avec Google TV est plus rapide. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est l'arrivée de l'hibernation automatique des applications, et dans l'idée ça existe déjà sur les smartphones et les tablettes Android, et si toutefois des applications ou jeux ne sont pas utilisés au bout d'un mois, eh bien le code est désinstallé, mais les données utilisateurs elles restent bien sur la box. En fait, l'idée c'est d'éviter de faire des mises à jour dans le vide, mais aussi de gagner un tout petit peu de place, car il faut quand même l'avouer que le stockage sur les box c'est jamais quand même super grand. Et juste pour vous donner un ordre de grandeur, là ici j'ai le Chromecast qui n'est pas 4K et il a un peu moins de 5 Go disponible, donc autant dire que ce genre de fonctionnalité c'est bien utile. Ensuite, c'est une info assez intéressante que j'ai trouvée sur le Slack Android francophone, dans lequel il est question des shared preferences chiffrées. Et il existe pour ça une bibliothèque pour Android X qui s'en charge désormais, mais elle a des bugs, et assez étonnamment, un Googler a répondu qu'il fallait soit attendre pour un fixe, soit plus simplement ne plus l'utiliser du tout. Et je vous traduis sa réponse. Android garantit que les applications ne peuvent pas lire les fichiers des autres applications et exige que tous les téléphones utilisent un chiffrement complet du stockage. Il y a en fait très peu, voire rien à gagner à utiliser les préférences chiffrées.
Et en effet, petit rappel historique, entre Android 5 et Android 9, les constructeurs pouvaient utiliser un chiffrement du stockage dans sa globalité, mais entre-temps, sur Android 7, on est passé à du chiffrement par fichier, parce qu'en fait, l'inconvénient de l'autre solution, c'est que si on n'avait pas déverrouillé son téléphone, par exemple, une alarme, elle ne pouvait tout simplement pas se lancer. Alors qu'avec la solution d'Android 7 et Direct Boot, votre téléphone, il vous réveille bien le matin. Et tout ça pour reboucler sur le sujet initial, et vu qu'on a ce chiffrement qui date quand même d'il y a plusieurs versions, c'est pour cette raison que le Googler dit que le chiffrement des Shared Preferences, c'est pas vraiment obligatoire désormais. Mais là-dessus, il y a quand même une exception à la règle tout de même, c'est les terminaux routés, même si quand même, il faut l'avouer que c'est une minorité. Donc voilà, déjà qu'on a une quantité impressionnante de dépendances sur Android X, si en plus il faut faire le tri entre celles qui sont utiles et pas, clairement on n'est pas rendu. Allez, juste avant les actus en bref, une dernière info qui va être appréciable pour ceux qui n'ont pas des téléphones comme ceux de Samsung, car normalement le port USB-C il peut gérer un écran externe, mais la version on va dire basique d'Android comme celle qu'on trouve sur les Pixel, on a beau brancher quoi que ce soit, il ne se passe absolument rien. Et la bonne nouvelle, c'est une découverte de notre ami Michel, à savoir qu'un driver est désormais activé sur des branches d'Android 14, alors avec un tout petit peu de chance, on pourra enfin utiliser cette fonctionnalité. Et voilà, ça nous fait donc une bonne nouvelle, le temps idéal pour prendre quelques instants pour les actus en bref. Allez, on commence avec un peu de Twitter, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Elon Musk a fait du ménage, voire même du grand ménage. Car selon des sources internes, il y aurait désormais 1000 personnes qui y travailleraient, alors que lors du rachat, ils étaient 7500. Suite aux nouveaux tarifs de l'API Twitter, de nombreux services ont annoncé ne plus pouvoir financer l'utilisation de tels services, et notamment la régie des transports new-yorkaise. Mais devant le tollé généré, les services publics qui diffusent des informations sur les alertes météo, les transports ou les notifications d'urgence pourront utiliser gratuitement l'API. Dans le camp d'en face chez Mastodon, le processus d'onboarding des utilisateurs reste complexe de par le fait qu'il faut choisir son serveur parmi un vaste catalogue. Mais désormais les nouveaux utilisateurs seront redirigés par défaut vers mastodon.social pour éviter toute prise de tête. Et toujours sur l'aspect applicatif, Citymapper, qui est une excellente application pour les citadins qui souhaitent utiliser les transports en commun, propose son Citymapper Club afin d'offrir des fonctionnalités supplémentaires. Mais depuis son rachat, les anciennes fonctionnalités premium vont devenir gratuites et le coût de l'ancien abonnement va être divisé par 2 et simplement retirer les publicités. On reprend avec une bonne nouvelle pour Tori qui vient tout juste de sortir en version 1.3, mais j'arrête tout de suite l'excitation de certaines et certains, car non, c'est pas du tout la version qui supporte le mobile, car pour le coup ce sera Tori 2. Mais juste pour rappel, l'idée de Tori, c'est d'avoir une alternative crédible à Electron.js en utilisant des WebView plutôt que Chromium, et du Rust pour la partie back-end plutôt que du JS. Et la semaine dernière, d'ailleurs, j'ai fait une petite présentation à Android Maker sur ce sujet, ou en tout cas tout au moins sur la partie mobile, et je vous ai mis mes slides dans la description si toutefois vous voulez en savoir plus. Et pour en revenir au sujet, côté nouveauté pour ce Tori 1.3, on peut noter que la ligne de commande, elle supporte la création d'un installateur avec NSIS. En fait, c'est un outil très largement répandu sur Windows, et il est même question de pouvoir cross-compiler l'exécutable Windows depuis macOS ou Linux, c'est quand même super intéressant. Et sinon, cette version 1.3, elle a été marquée par un gros audit de sécurité, et je préfère vous renvoyer vers l'article du blog qui détaille précisément à la fois les découvertes et les changements qui en ont résulté. Côté nouvelles API, il y a des nouvelles infos sur la gestion des fenêtres, la possibilité d'utiliser les API de protection de contenu type DRM, ou encore pour le raccourci dans la barre des tâches, d'afficher une petite tooltip. Bon, bref, d'une manière générale, c'est une mise à jour qui casse pas la baraque, mais du fait qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé sur le volet sécurité, c'est essentiellement pour ça qu'il faudra faire la migration. Et comme transition, si on parle d'un concurrent à Tori, mais qui est plutôt connu pour le mobile, c'est React Native, et je suis tombé sur ce tweet d'un mainteneur qui travaille chez Microsoft et qui montre quand même que React Native n'a jamais été aussi vigoureux. Et il explique que depuis le début de l'année, il y a eu 3 releases candidates, une release majeure et 15 patchs, ce qui donne quand même plus d'une nouvelle version chaque semaine. Comme quoi, finalement, même si les stats, elles tombent un tout petit peu pour React Native, côté vie du projet, en tout cas, vous pouvez continuer de l'utiliser les yeux fermés. Et ensuite, j'avais loupé l'info, mais depuis mardi, le Digital Market Act est officiellement rentré en vigueur en Europe. Alors, je vous en ai parlé à de multiples reprises, mais bon, je me dis quand même que peut-être ce serait pas si mal de faire une petite piqûre de rappel. Alors, en soi, il n'est pas nouveau, car ce texte européen avait été voté en novembre, mais un délai de 6 mois avait été accordé pour permettre aux entreprises de s'y préparer, et par entreprise, on entend la liste que je vous montre juste ici, comme les systèmes d'exploitation, les navigateurs web, les réseaux sociaux, les messageries instantanées, bref, en fait, plein de domaines où ce sont majoritairement les GAFAM qui sont en situation de monopole. Et justement, l'idée du DMA, c'est d'éviter le phénomène de gatekeeper qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que la loi va viser les sociétés dont les services réalisent un chiffre d'affaires annuel de 7,5 milliards d'euros dans l'Union européenne, ou alors avoir une valorisation boursière de 75 milliards d'euros ou plus.
Il faut aussi avoir 45 millions d'utilisateurs mensuels, 10 millions d'utilisateurs professionnels et opérer dans au moins 3 pays. Bref, d'une manière générale, vous voyez bien que ce sont les GAFAM qui sont visés ici. Et dans l'idée, maintenant que le DMA est rentré en vigueur, chacune des entreprises, elle doit se déclarer, un peu comme je vous avais expliqué avec le Digital Services Act. Et une fois que ce sera fait, 45 jours seront dédiés à valider que c'est bien un gatekeeper ou pas, mais bien sûr, si un acteur ne se déclare pas, l'UE pourra d'elle-même désigner ceux qui joueraient aux étourdis. Mais finalement, à quoi va servir cette loi, vous allez me dire? Eh bien, à rendre le désabonnement aussi simple que l'abonnement, et c'est d'ailleurs dommage que notre ami Cdiscount ne soit pas dans cette liste, petite dédicace à eux. Mais bon, bref, ça rendra aussi les messageries interopérables et le fameux iMessage d'Apple, donc interopérable. Mais surtout sur l'aspect mobile et les ordinateurs, toutes les applications devront pouvoir être désinstallées, et aussi sur les boutiques comme l'App Store ou le Google Play, il sera possible d'utiliser des méthodes de paiement différentes de celles imposées par Apple et Google. Et si toutefois les gatekeepers sont reconnus en faute, ça va quand même piquer niveau amende, car ce sera jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial et même 20% en cas de récidive. Mais malgré tout, il va falloir se montrer très patient, car en laissant le temps aux GAFA de se déclarer, puis de valider leur dossier, on sera, on va dire, à peu près vers la fin de l'été, mais là-dessus, il faudra encore quelques petites enquêtes et préciser même des petites choses. Donc bref, on devrait avoir du concret qu'en mars 2024. C'est donc une bonne nouvelle dans l'ensemble, mais il faudra se montrer patient. Par contre, si vous l'êtes pas, eh bien j'ai un outil qui pourrait vous intéresser. Car je vous ai déjà parlé de Replit qui propose une IA de codage façon GitHub Copilot, eh bien ils viennent d'annoncer qu'elle était désormais disponible en open source. Et la bonne nouvelle, c'est que GitHub Copilot est basé sur Codex, mais selon les déclarations de Replit, leur LLM serait à la fois plus petit et avec des meilleurs résultats que Codex. Il y a donc fort à parier que plein d'outils vont se jeter dessus dans les semaines à venir et faire, comme on dit, plein de petits. Et voilà, c'était tout ce qu'il fallait retenir pour aujourd'hui dans l'actualité, avec comme d'habitude du bon et du moins bon. Mais si malgré tout vous avez apprécié mon travail de résumé, eh bien n'hésitez pas à faire le petit like, voire même à soutenir le projet sur Patreon, d'autant plus que ça vous donnera accès à l'émission en podcast audio et même parfois un tout petit peu en avance. Et bon, vu qu'il est temps de s'arrêter là pour aujourd'hui, n'hésitez pas à passer un coucou au Sylvain, et juste avant de se quitter, eh bien j'espère qu'aujourd'hui je vais pas me faire strike, mais Martin m'a suggéré une musique pour clore ce Dev Café, et je vous préviens, c'est pas forcément en douceur, alors à demain et faites attention à vos oreilles.